Les lois du succès de Napoleon Hill, 5e volume, l'échec. Audio numéro 1. Hier n'est qu'un rêve, demain n'est qu'une vision. Mais un aujourd'hui bien vécu fait de chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d'espoir. Par conséquent, envisagez bien ce jour. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Généralement, le terme « échec » est une expression négative. Mais dans cette leçon, il prendra un nouveau sens, car ce mot a été longtemps mal utilisé. Et pour cette raison, il a apporté inutilement du chagrin et de la souffrance à des millions de personnes. Pour commencer, nous devons faire la distinction entre échec et défaite temporaire. Voyons si ce qu'on considère généralement comme un échec n'est en réalité qu'une défaite temporaire. Et aussi si cette défaite temporaire n'est souvent qu'une bénédiction déguisée, car elle nous secoue et dirige nos efforts vers d'autres voies plus avantageuses. Dans la leçon sur l'habitude de faire plus que le travail pour lequel vous êtes payé, il est expliqué que la force se développe à partir de la résistance. Et dans cette leçon, nous allons apprendre qu'un caractère solide est généralement l'œuvre de ceux qui ont échoué, de ceux qui ont perdu et de ceux qui ont été victimes de défaites temporaires, que les personnes mal informées appellent échec. Ni la défaite temporaire, ni l'adversité ne représentent un échec pour celui qui la considère comme une leçon. En fait, il y a une importante et durable leçon à apprendre sur chaque défaite et généralement il s'agit d'une leçon qui ne pourrait être apprise que par cette voie. Souvent, la défaite s'adresse à nous dans un langage muet, que nous ne comprenons pas. Si ce n'est pas le cas, nous n'aurions jamais reproduit à plusieurs reprises les mêmes erreurs et nous aurions profité des leçons qu'elles nous auraient apportées. Aussi, nous pourrions observer, plus attentivement, les erreurs des autres et nous aurions pu en tirer des leçons. L'objectif principal de cette leçon est justement de vous aider à comprendre et à tirer profit de ce langage muet utilisé par la défaite. Découvrez les 7 tournants de ma vie. Le meilleur moyen pour que vous puissiez mieux interpréter le sens de la défaite est de vous raconter quelques-unes de mes propres expériences, couvrant une période d'environ 30 ans. Au cours de cette période, j'ai rencontré 7 tournants, ce que les gens mal informés appellent échecs. À chaque fois, j'ai pensé que j'avais lamentablement échoué. Mais à présent, je sais que ce qui semblait être un échec n'était autre qu'une bienveillante et invisible secourable main qui m'arrêtait dans la voie que j'ai choisie et qui, avec grande sagesse, me forçait à rediriger mes efforts vers d'autres voies plus avantageuses. J'ai compris cela seulement après avoir eu une vision rétrospective et analytique de mes expériences, mais aussi une sérieuse méditation de plusieurs années. Le premier tournant. Après avoir terminé mes études dans une école de commerce, j'ai obtenu un poste de secrétaire comptable que j'ai pu garder pendant 5 ans. En adoptant l'habitude de rendre un meilleur service en travaillant plus, sans être payé plus pour le faire, j'ai progressé rapidement dans mon travail et on m'a attribué plus de responsabilités et un salaire beaucoup plus élevé par rapport à mon âge. J'ai épargné mon salaire et mes économies s'élevaient à plusieurs milliers d'euros. Ma réputation s'est répandue rapidement et j'ai rencontré des concurrents soumissionnaires pour mes services. Afin de répondre aux offres venant de ces concurrents, mon employeur m'a offert le poste de directeur général des mines. Je suis arrivé rapidement au sommet et je le savais. Ah, c'était pourtant la triste partie de mon destin, je le savais. Et la bienveillante main du destin s'est tendue vers moi et m'a donné un petit avertissement. Mon employeur a perdu sa fortune, et moi, j'ai perdu ma place. C'était ma première véritable défaite. Et même si elle était provoquée à la suite des causes indépendantes de ma volonté, je devrais en tirer une leçon. Ce que bien sûr, j'ai fait, mais seulement bien des années plus tard. Le deuxième tournant. Ensuite, j'ai occupé le poste de directeur de vente dans une grande compagnie d'industrie de bois. Je ne connais rien de l'industrie de bois et très peu de la gestion des ventes. Mais j'avais appris qu'il était toujours bénéfique de rendre plus de services sans demander plus d'argent pour le faire. J'avais aussi appris qu'il est avantageux de prendre des initiatives et de faire ce qui doit être fait sans que personne ne me demande de le faire. Un compte bancaire bien rempli et un solide dossier d'avancement, grâce à mon précédent poste, m'ont donné plus de confiance dont j'avais besoin. Peut-être même un peu trop.
Mon évolution a été rapide et mon salaire a doublé avant la fin de la première année. Je me suis tellement bien débrouillé dans la gestion des ventes que mon employeur m'a nommé comme associé. Nous avons commencé à accumuler beaucoup d'argent et j'ai commencé à me sentir de nouveau au sommet du monde. Être au sommet donne une sensation merveilleuse. Mais c'est aussi un endroit très dangereux si on ne se tient pas d'un bon pied, car la chute est interminable et très pénible si l'on trébuche. J'ai prospéré à pas de géant, jusqu'au moment où j'ai réalisé que le succès pouvait être mesuré autrement qu'en euros et en pouvoir. C'était peut-être dû au fait que j'avais plus d'argent que ce qu'il m'en fallait, et plus d'autorité que ce que je pourrais exercer librement à cet âge-là. Non seulement j'ai réussi, selon mon point de vue du succès, mais aussi je savais que j'étais engagé à exercer la seule et unique activité qui correspondait à mon tempérament. Rien ne pouvait m'inciter à changer de domaine, rien sauf ce qui s'est produit et qui m'a forcé à changer. L'invisible main du destin m'a permis de me pavaner sous l'influence de ma propre vanité jusqu'à ce que j'ai reconnu ce que je valais réellement. Grâce à mes plusieurs années de réflexion, je me demande maintenant si cette invisible main ne fait pas exprès de nous laisser, nous, pauvres êtres humains, nous parader avec nos propres orgueils jusqu'à ce que nous voyions combien vulgaires sont nos actions et que nous ayons honte de nous-mêmes. En tout cas, je croyais voir une route claire devant moi, il y avait beaucoup de carburant dans le réservoir, mon pied était sur l'accélérateur, j'ai appuyé à fond et j'ai roulé à toute allure. Hélas, le destin m'attendait juste au coin avec une solide massue. Naturellement, je n'ai pas vu le coup venir. Mon histoire a été triste, mais pas aussi triste que celle de celui qui voulait être honnête envers lui-même en racontant la sienne. Comme un coup de tonnerre sur un ciel clair, la crise de 1907 m'a dépourvu de tout. Du jour au lendemain, elle m'a rendu un service durable en détruisant mes activités et en emportant tout ce que je possédais, et ce jusqu'à la dernière pièce. Il s'agissait de ma première sérieuse défaite. À l'époque, je l'ai prise pour un échec, mais ce n'en était pas un. Et avant la fin de cette leçon, je vous dirai pourquoi. Le troisième tournant. Il a fallu vivre la panique de 1907 et la défaite qu'elle m'a apportée pour détourner et rediriger mes efforts dans l'entreprise de bois de charpente vers les études de droit. Rien au monde, sauf la défaite, n'aurait entraîné cette décision. Le troisième tournant de ma vie est marqué par ce que la plupart des gens appelleraient un échec. Je me dois néanmoins de vous redire que chaque défaite apporte une bonne leçon à ceux qui sont prêts et ont la volonté d'apprendre. Un des grands chefs qui ait jamais vécu a résumé en 8 mots, ci-après, son secret de leadership. La bonté est plus puissante que la contrainte. Quand je suis entré à la faculté de droit, je croyais fermement réussir, bercé par l'illusion de devenir plein aux as, car je n'avais encore d'autres conceptions du succès que celles liées à l'argent et au pouvoir. J'assistais aux cours de droit le soir et je travaillais comme vendeur d'automobiles le jour. Mon expérience de vente dans l'industrie de bois m'a beaucoup aidé. J'ai prospéré rapidement en faisant tout à la perfection, étant habitué à rendre un meilleur service en faisant plus que le travail pour lequel j'étais payé, que j'ai eu l'opportunité de me lancer dans les affaires de fabrication d'automobiles. J'ai vu qu'il manquait de bons mécaniciens. Alors j'ai créé un département de formation dans mon entreprise et j'ai commencé à entraîner les simples mécaniciens à faire des travaux d'assemblage et de réparation. L'école prospérait et m'a fait gagner un profit net de plus de 100 000 € par mois. Encore une fois, j'étais près de mon rêve et encore une fois, je savais que j'avais enfin retrouvé ma voie dans le monde des affaires. Que rien ne pouvait me dévier de mon chemin ni détourner mon attention de la manufacture d'automobiles. En connaissance de ma prospérité, mon banquier m'a prêté de l'argent pour développer mon entreprise. Un aspect particulier des banquiers, aspect qu'on pourrait également trouver chez d'autres, c'est qu'ils nous prêtent de l'argent sans aucune hésitation quand nous sommes prospères. Mon banquier m'a prêté de l'argent, jusqu'à ce que je sois complètement accablé de dettes. Ensuite, il a doucement pris possession de mon entreprise, comme si elle lui appartenait déjà, ce qui était en effet le cas. De la situation d'un homme d'affaires avec un revenu de plus de 100 000 € par mois, je me suis brusquement trouvé pauvre. 20 ans plus tard, j'ai remercié le destin pour ce revirement forcé, mais à l'époque, j'ai considéré ce changement comme rien d'autre qu'un échec. J'ai perdu mes illusions et la légende de devenir plein aux as comme il se devrait éventuellement.
C'est plusieurs années plus tard seulement que j'ai pu voir la vérité, que cette défaite temporaire a été probablement ma seule grande bénédiction, car elle m'a forcé à sortir d'une activité qui ne m'aidait point à développer la connaissance de moi-même et des autres, et de diriger mes efforts vers une voie qui m'a apporté une riche expérience dont j'avais besoin. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander s'il n'était pas possible de trouver autre chose que l'argent et le pouvoir pour poursuivre mon rêve. Ceci dit, cette temporaire attitude méditative n'a pas suffi à déclencher un changement dans mon comportement et n'a pas assez duré pour m'inciter à chercher une réponse. Elle a seulement passé comme une pensée fugitive, comme parmi tant d'autres auxquelles je ne prêtais aucune attention et ensuite a disparu. Si j'avais su à l'époque tout ce que je sais à présent sur la loi de la compensation, si j'avais été capable d'interpréter les expériences comme je peux les interpréter maintenant, j'aurais pu reconnaître à travers cet événement un autre petit avertissement de la part du destin. Après avoir mené la plus dure lutte de ma vie jusqu'à ce moment, j'ai accepté ma défaite temporaire comme un échec et ensuite je suis arrivé au 4e tournant de ma vie qui m'a offert l'occasion d'utiliser les connaissances de droit que j'avais acquises. Le 4e tournant. Puisque j'étais marié à une femme dont la famille était très influente, j'ai obtenu un poste d'assistant du conseiller juridique en chef dans l'une des plus grandes compagnies de charbon du monde. Mon salaire dépassait largement celui qu'on offrait habituellement aux débutants et même à ce que je valais. Mais le succès appelait le succès, et j'y étais de la même manière. Je complétais ce qui me manquait en compétences juridiques en rendant plus de services que ceux pour lesquels j'étais payé, en prenant des initiatives et en assumant le travail qui devait être fait sans qu'on me le demande. Je gardais mon poste sans aucune difficulté. C'était pratiquement un bon emploi, mais je n'avais pour autant l'intention de le garder. Sans consulter mes amis et sans avertir personne, j'ai donné ma démission. C'était le premier tournant décisif que j'avais pris moi-même. Il ne m'a pas été infligé. J'ai vu le vieux destin arriver et je l'ai dépassé. Quand on m'a demandé de préciser les raisons de ma démission, j'en ai fourni une qui m'a paru valable, mais j'ai eu du mal à convaincre le cercle familial que j'avais agi sagement. J'ai quitté ce poste parce que le travail était trop difficile et que je l'assumais sans beaucoup d'efforts. Je me voyais me laisser aller à l'oisiveté. Je m'habituais de plus en plus à vivre avec facilité et je savais que la prochaine étape serait la régression. J'avais beaucoup d'amis au tribunal et rien ne m'obligeait à changer de travail. Je faisais partie des amis et parents et j'avais une place que je pouvais garder autant que je le voudrais sans me fatiguer. Je touchais un salaire qui me permettait d'obtenir tout ce dont j'avais besoin et même le luxe. Qu'est-ce qu'il me fallait de plus ? Rien, je commençais à me dire. C'était l'attitude que j'ai adoptée. Une attitude qui, pour une raison inconnue, m'a brusquement alarmé, car j'ai pris une décision que beaucoup de personnes ont jugée déraisonnée. J'ai démissionné. Combien ignorant j'ai pu être sur beaucoup de choses à l'époque, mais j'ai été bien content depuis ce moment-là de m'être rendu compte que la force et le progrès viennent seulement par l'effort et la lutte continue, et que la désuétude entraîne la régression et la déchéance. Ce changement s'est avéré le tournant le plus important de ma vie, bien qu'il ait été suivi de 10 années d'efforts qui ont apporté presque toutes les peines inimaginables que le cœur humain pourrait supporter. J'ai quitté mon travail dans le domaine juridique où je gagnais bien et vivais entouré d'amis et parents qui me prévoyaient un futur brillant et prometteur. Je reconnais sincèrement que je suis toujours étonné quand je pense pourquoi et comment j'ai eu le courage de choisir ce changement. Quant à mon interprétation de cet événement, j'ai pris la décision de démissionner plutôt à cause d'un pressentiment ou d'une intuition que d'un raisonnement logique. J'ai choisi Chicago comme nouveau terrain d'activité parce que je croyais que c'était une ville où l'on pouvait trouver un bon emploi si on avait les qualités rigoureuses essentielles pour survivre dans un monde plein de concurrence. J'ai pensé que si je pouvais m'y faire connaître par mes mérites dans n'importe quel domaine de travail, ce serait la preuve que je possédais les capacités essentielles que je pouvais développer en de réelles compétences. C'était un étrange raisonnement. C'était du moins pour moi un raisonnement inhabituel à cette époque-là, ce qui me pousse à affirmer que souvent, nous les êtres humains, nous nous croyons intelligents alors que nous ne le sommes pas. Je crains que trop souvent, nous nous croyons pleins de sagesse et maîtres de tout, alors qu'en réalité, nous n'avons absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit.
Bien que je ne veuille pas donner l'impression de croire que tous nos actes ont des causes qui nous dépassent, je vous suggère vivement tout de même d'étudier et d'interpréter correctement les raisons qui marquent les plus grands tournants de votre vie. Les moments où vos efforts ont été détournés du plus ancien au plus récent. En dépit de tout ce que vous pouviez faire, abstenez-vous au moins d'accepter toute défaite comme un échec avant de prendre le temps d'analyser le résultat final. Mon premier poste à Chicago était celui de directeur de publicité dans une grande école par correspondance. Je n'avais que très peu de notions de publicité, mais mon expérience antérieure, en tant que commercial, ajoutée à l'avantage de savoir rendre un meilleur service en faisant plus que ce pour lequel j'étais payé, m'ont permis d'obtenir des résultats remarquables. La première année, j'ai gagné 52 000 €. J'étais de retour à pas de géant. Petit à petit, mes illusions ont commencé à tourner autour de moi et j'ai eu de nouveau mon ambition de devenir plein aux as. L'histoire nous montre beaucoup de preuves qu'un festin précède généralement une famine. Je jouissais du festin, mais ne pensais même pas à la famine qui devait suivre. Tout allait si merveilleusement bien que je m'étais laissé aller de nouveau. Souvenez-vous de ceci quand les choses sont contre vous. De toutes les manifestations de votre visage, la lumière de la joie brille le plus loin en mer. Le laisser-aller est un état d'esprit dangereux. Cela est une grande vérité que beaucoup de gens n'apprennent avant que la main apaisante du temps ne se soit posée sur leurs épaules pour une meilleure phase de leur vie. Certains ne l'apprennent jamais, et ceux qui l'apprennent sont finalement ceux qui ont commencé à comprendre le langage muet de la défaite. Je suis convaincu qu'il y a peu ou pas d'ennemis plus dangereux à combattre que le laisser-aller. Personnellement, je le crains plus que la défaite. Cela m'amène à mon 5e tournant, qui a été également mon propre choix. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.